Bonjour Frédéric Lopez. Bonjour. Moi, il y a un point commun finalement à toutes vos émissions, c'est l'intime. Vous êtes un peu le psy du PAF. Alors, je suis pas psy, je le précise à chaque fois, j'ai pas de formation de psy, mais je suis un psy supermarché, j'assume. Un psy de supermarché. Dans la vie, etc. Tu sais, quand j'avais connu la mère de mon fils, j'avais 20 ans, on allait dans des dîners, et quand on rentrait des dîners, j'avais posé tellement de questions aux gens, on dit c'est un dîner, c'est pas une thérapie. Et donc, déjà, ça m'avait pris très bien. Moi, je voulais juste dire un mot, parce que de voir ça, c'est émouvant. Ouais. Parce que quand on est dans notre vie, on est dans le présent, dans le futur, on n'est pas souvent dans le passé, en tout cas moi pas. Et puis de voir des gens, bon, David, c'est le frère que j'ai jamais eu, donc on est très proches. David Pujadas. David Pujadas, Patricia Beauté-Norel, qui était patronne des magazines, elle s'est battue contre son propre patron. Elle était au magazine, celui qui est au-dessus, je dirais pas son nom, on n'en voulait pas. Et donc j'ai une gratitude infinie pour elle, et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous produisez aujourd'hui et animez un dimanche à la campagne, donc carton d'audience. Vous passez 2 jours pleins avec vos invités, loin de tout, dans une maison de campagne, comme son nom l'indique. Un endroit qui est plutôt propice aux confidences. Et alors, c'est vrai que vos invités se livrent comme rarement à la télé, on regarde. Non, j'étais un bon père, je crois. J'ai fait avec ce qu'on me donnait. Comme je me suis séparé à chaque fois des mamans, j'ai 3 mamans différentes. Mais j'ai sûrement merdé, oui. J'ai un peu négligé la grande parce que je me suis beaucoup occupé de la petite. Et pour mon fils, c'est plus compliqué. Et depuis 2013, je l'ai vu 5 minutes en 2015 au mariage de ma fille. Et sinon, je ne l'ai plus jamais vu. Comment on réussit à conditionner ses invités, finalement, pour les faire parler à ce point de leur intimité, de choses aussi personnelles? Alors évidemment que dans mon cerveau et dans celui de l'équipe, il n'y a pas ce vocabulaire, ni conditionner, Oui. ni les faire parler. Il faut savoir que les invités, ils parlent à mes collaborateurs avant. D'abord, nous, on voit d'abord toutes les émissions de télé qui sont faites, les émissions de radio, on lit tous les articles de presse, donc ça fait une synthèse assez incroyable. Ensuite, ils acceptent de passer au moins 1h30 avec mes collaborateurs et on leur dit de quel sujet vous ne voulez pas parler. Et j'irai pas là-dessus. D'accord, je ne suis pas journaliste politique, je ne suis pas là pour... Donc une manière déjà de les rassurer. Oui, et puis surtout parce qu'un politique, encore une fois, il est là, soi-disant, pour notre bien. Donc c'est normal qu'on lui demande des comptes. Un artiste, il est là, il fait sa vie, et puis il fait ça pour les gens qu'il aime, pas pour ceux qu'il n'aime pas. Donc j'ai pas de raison de le mettre sur la sellette, vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'ira pas là-dessus. Bon. Et dans le reste, vous allez voir que je pose des questions assez volontairement vagues. Ils vont là où ils veulent, vous voyez ce que je veux dire? Après, je crois beaucoup à la compagnie des arbres. Il n'y en a pas beaucoup ici, mais je peux vous dire que quand vous êtes dans la nature, il y a un taux de cortisol qui baisse, c'est scientifique. Et donc, c'est pas pour ça que je l'ai fait, mais en tout cas, je le vois sur les invités. Ensuite, il y a la contagion des émotions. C'est-à-dire qu'il y a des invités qui sont un peu sur la réserve en arrivant. Et puis, quand ils entendent raconter quelqu'un son histoire, ils se disent, mais pourquoi pas moi? Et enfin, c'est vrai que j'ai un petit brief avec eux. Quand je les rencontre devant la caméra, quand vous voyez leur dire bonjour, c'est vraiment un vrai bonjour. En revanche, avant de se retrouver dans le grenier, on a une espèce de petit brunch sans caméra où je vois un peu l'état d'esprit et je leur dis le sens de tout ça. Et moi, ça a beaucoup de sens pour moi parce qu'en fait, je crois beaucoup à l'humanité commune. C'est-à-dire qu'on est dans une vie où toujours on fait semblant, on essaie d'assurer, etc. Alors qu'en fait, on est tous vulnérables, fragiles. Vous vous livrez assez rarement. Vous l'avez fait une fois en 2016 sur votre vie privée. Plus récemment, dans votre nouvelle émission, Notre vraie nature. Voilà ce que vous vous livrez sur votre enfance. Regardez. Moi, c'est vrai que j'avais très très peur de mon père. Il me faisait très peur. Il faisait pas de compliments, c'est rien de le dire, mais quand j'étais enfant, je m'appelais le bon à rien. Donc quand on est gosse, on le croit. Ah et donc du coup, j'étais comme ça. Et j'avais très très peur de lui. Et puis c'était entre les crises, je me suis rendu compte que finalement c'était pire parce que c'est quand est-ce que ça va péter. Vous épanchez donc rarement. Finalement, vous n'aimez pas faire ce que vous demandez à vos invités. Est-ce que c'est par pudeur, par timidité? Alors, déjà, le dimanche, ça veut dire que je raconterai ma vie tous les dimanches. Mais là, je ne pouvais pas ne pas, effectivement, parce qu'on était au coin du feu et que tout le monde avait raconté quelque chose de personnel et ça n'aurait eu aucun sens parce qu'on était dans la forêt, etc. Voilà, il n'y a pas de stratégie particulière. Le truc, c'est que mon père, aujourd'hui, parce qu'on ne le dit pas dans l'extrait, mais je le dis, il a 81 ans, on s'entend super bien. C'est pas la même personne qu'à l'époque. Et c'est aussi pour ça que je le raconte, parce que ça donne de l'espoir à des gens qui sont en conflit. Et quelqu'un qui avait été très dur et qui avait du mal à l'admettre, je suis passé, on va dire, de la colère à la compassion, parce que je sais qu'il a vécu pire que moi. Et c'est souvent le cas.
quand on a des parents toxiques ou compliqués, etc. Souvent, ils ont vécu pire. Et du coup, en tant qu'adulte, j'ai de la compassion pour lui. Mais voilà. Mais il n'y a pas de volonté de ne pas se raconter. Il y a une fascination quand même pour la résilience. On le voit dans toutes vos interviews, finalement. La vertu de l'échec. Vous disiez, moi, j'aime montrer que quand on se casse la gueule, quand on se casse la figure, pardon, on se relève. C'est que ça. L'émission, ça n'est que ça. C'est-à-dire qu'en fait, je dis aux artistes, si vous nous racontez tous vos succès, personne ne va s'identifier. Moi, j'ai besoin de savoir quand est-ce que vous n'y croyez plus, quand est-ce que... Et c'est incroyable, parce qu'il y a la grand-mère de Michel Bernier qui disait il y a souvent un temps mieux dans un tant pis. Et c'est vrai que dans les histoires, j'en pense à par exemple Camille Lelouch, qui est vraiment au fond du trou avant de mettre une petite photo sur Internet, d'un coup elle va sortir de là. La comédienne. Beaucoup d'invités racontent ça, justement, de comment personne n'y croit. Et puis d'un coup, il y a un truc comme ça. Et c'est mon but, c'est de donner de l'espoir. Joli, un temps mieux dans un temps pis. Ouais, en tout cas, chez vous, il y a une sorte de marque de fabrique, Frédéric Lopez, une façon de faire les émissions, presque une éthique. Par exemple, cette émission, vous ne pourriez pas la faire sur un plateau. Est-ce qu'il y a des émissions que vous refuseriez de faire, justement? Non. Enfin, que je refuserais de faire. Non, mais le fait d'être à la campagne, c'est-à-dire que c'est pas un décor, c'est une vraie maison de campagne. Voilà, il faut que vous soyez bien. Vous l'avez beaucoup dit, c'est une émission émotionnelle. Donc en fait, moi j'ai compris un truc, c'est que le téléspectateur va se sentir bien si l'invité se sent bien. Parce qu'il est en fusionnel avec l'invité, qui débarque, qui s'identifie à lui. L'invité se sent bien si moi je suis bien. Et pour que moi je sois bien, il faut que je sois bien dans le lieu, mais aussi avec les gens qui sont derrière les caméras, etc., qui sont des amis. Et du coup, c'est vraiment, quand ils viennent, à chaque fois, ils ont un choc de ça. Ils veulent plus repartir. Un choc de bien-être. Ouais. Oui. Aussi pour ça, mais parce qu'ils sont étonnés de voir qu'il n'y a pas de cris, il n'y a pas de... Les gens qui travaillent sont à fond, on ne leur demande pas de se mettre par terre sous la pluie pour filmer, ils le font tout seuls. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je suis assez fasciné par ça. Vous savez, on parle souvent de l'amour ou de l'amitié, que je souhaite à tout le monde. Il y a un truc dont on ne parle jamais, c'est le truc de faire ensemble. Et c'est un truc incroyable, et c'est ce que j'ai la chance de vivre. En tout cas, dans vos émissions, mieux vaut être concentré. Parce que, alors, que ce soit le matin au réveil, en pleine nuit, ou je sais pas, en pleine séance de tir à l'arc ou de canne à pêche, la question métaphilosophico-psychologique peut arriver à n'importe quel moment. Écoutez. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie, encore plus importantes, que tu as fait et tu pensais que c'était impossible? Parce que Mohamed Ali a dit l'impossible est temporaire. Je crois que c'est impossible, mais c'est jusqu'à ce que tu l'aies fait. J'ai une question un peu folle, c'est une question d'un ami qui s'appelle Mathieu Baudin. Si vous aviez, pendant 7 secondes, l'attention de toute l'humanité, pendant 7 secondes, qu'est-ce que vous diriez? Je t'aime, c'est sûr. Enfin, je t'aime. Vous diriez l'humanité, je t'aime? Ouais. Ah, dis donc, faut être au taquet avec vous. Hein. L'impossible est temporaire. Vous savez d'où ça vient? C'est parce qu'en fait, Donald Jackspan, qui est humoriste, qui était là, a dormi dans un hamac, et à un moment donné, il fait « Mais si on m'avait dit un jour que je dormirais à côté d'Adriana Carambeu... » C'est ça qui m'a inspiré la question. Et puis, ça va toujours dans le même sens. C'est en fait que, oui, on croit tous qu'on a tout ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Et donc, c'est ça que j'aime montrer, c'est qu'en fait, il y a des tas de choses qui paraissent impossibles, mais qui ne sont pas tant que ça. Alors, vos projets, pour terminer, Frédéric Lopez, il se murmure que l'émission Panique dans l'oreillette pourrait revenir. Vous l'aviez animée et produite il y a 15 ans maintenant. Ouais. Un faux ou un tox? Je ne sais pas d'où vient ce murmure, mais ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que j'entends beaucoup. Il n'y a pas de projet avec la chaîne, en tout cas, mais c'est un concept dont on parle beaucoup, et dans les médias, et dans la rue, etc. Et donc, voilà, là, je fais beaucoup de choses. Donc, mais peut-être ça reviendra et ce ne sera pas moi, parce que j'aime bien l'idée aussi que quelqu'un s'empare de ça dans son univers. Qui ça, par exemple? Je n'ai aucune idée. Mais j'aimerais bien quelqu'un de drôle. Il y a des noms qui circulent, hein. Sophie Davant, Bruno Guillon, c'est les noms qui circulent dans la presse. Ah bon? Mais vous m'apprenez des trucs. Non, ouais. Et alors, votre dernière émission, Notre vraie nature, dont on a vu donc un extrait qui est une immersion dans la nature, loin de tout. Il y a d'autres numéros qui doivent arriver? Oui, le public a beaucoup aimé, la chaîne aussi. Et du coup, on nous a proposé d'en refaire. En plus, j'ai fait une annonce sur Europe 1, je me suis emballé. C'était déjà 2 jours après. Et ça a été repris. C'était quoi l'annonce? Parce qu'on était dans l'équipe, on s'est dit, ce serait génial de repartir avec les mêmes. Du coup, on les a appelés, ils ont dit, ah ouais. Et puis en fait, après, la chaîne a dit, oui, mais alors, du coup, les gens vont rien comprendre. Parce que quand on va arrêter, ils vont... Donc en fait, ils reviendront, c'est sûr, mais pas dès la prochaine. Oui. Pas dans la prochaine. Ils reviendront dans la 3e ou 4e. C'est quand la prochaine? Alors, bon, on va tourner au mois de juillet, début juillet, donc ce sera diffusé avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Avec qui? Même moi, je ne sais pas encore. Ah, en tout cas, pas avec Gérard Jugnot, du coup. Merci à vous, Frédéric Lopez. Beaucoup, Un dimanche à la campagne, c'est le dimanche, mais pas ce dimanche-là, dimanche prochain, à 16h, sur France 2. Vous allez recevoir Pierre Demar, Zabou Bretman et l'humoriste
Jean-Philippe Janssen, si je suis bien renseignée. C'était très touchant, un lien incroyable entre eux et on a beaucoup ri, vraiment. Et ben voilà, rendez-vous dimanche prochain à Merci 16h à sur vous. France 2.